chose à rajouter donc, par rapport justement à cet aspect réseau et flexibilité et évolution de la réglementation, puisqu'on est dans l'attente d'un texte? Alors, je voudrais déjà réagir à des choses que je viens d'entendre et qui me paraissent important de préciser. La fragilité du réseau sur Côte d'Azur était liée au caractère de péninsule électrique de cette zone. Et le réseau de transport, donc de RTE, qui était sur en gros un seul fil, présentait effectivement dans les années, début des années 2000, une fragilité qui a été compensée, qui a fait l'objet de la mise en œuvre d'un filet de sécurité qui permet à plusieurs endroits du réseau une reprise HTB de ce réseau et qui, en cas de défaillance d'un tronçon, est repris automatiquement par le tronçon secours. Donc aujourd'hui, la fragilité qui avait motivé, je me rappelle Christian Estrosi en 2008, fait une grande réunion à l'occasion d'un blackout. Aujourd'hui, la fragilité n'y est plus. Ça, c'était un point important que je tenais à préciser. Le second concerne le prix de l'électricité réseau versus celui du prix du kilowattheure PV. On n'est pas encore à l'équilibre. Aujourd'hui, le kilowattheure réseau est moins coûteux que le kilowattheure PV. Alors on voit des modèles qui font des projections à 2022, 2023, où l'équilibre pourrait arriver. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qui pourrait motiver davantage tous ces projets d'autoconsommation, de création d'actifs de flex et autres? Eh bien, en gros, ça serait une rémunération de la flexibilité. Donc aujourd'hui, le distributeur que je représente ne rémunère pas de flexibilité. Et très peu de DSO en Europe le font. Par contre, ce qui pourrait accélérer les choses, c'est ce qu'on a appelé l'article 199 de la loi de transition énergétique, qui prévoit, on peut le dire, puisqu'il est toujours d'actualité, qu'un projet virtueux par la mise en œuvre d'actifs pérennes, il ne faut pas faire des actifs qui, dans 2 ans, n'en seront plus, mais des actifs de flexibilité pérennes sur un site ou sur un quartier, par exemple, pourrait minimiser le coût de raccordement de l'amener d'énergie sur ce site ou sur ce quartier. Et en contrepartie, Enedis pourrait contribuer financièrement sur le non-investissement réalisé sur une quote-part de ce projet. Donc l'article 199 a été testé pendant 2 ans et il y a eu un seul projet qui a été lancé un peu au forceps en fin de période dans le nord de la France. Et la CRE, qui était un peu déçue par le manque de succès de cette disposition législative, a décidé de poursuivre l'expé sur encore 3 ans. Avec un petit changement de données, donc elle incite fortement Enedis à publier des zones de contrainte. Donc aujourd'hui, toutes les directions régionales de France, comme celle de Côte d'Azur, travaillent sur une cartographie de contraintes qui vont être publiées. Et puis en face de cela, on aura des territoires, des gros promoteurs, des gros aménageurs, je pense à l'EPA par exemple, qui dira, je sais que je vais construire quelque chose sur une zone en contrainte, moi je suis capable d'amener un actif. Et cet actif, il sera sollicitable sous telle échéance. Il pourra générer tant de puissance et avec tel préavis. Voilà, donc on est en train on va essayer avec la CRE de construire des premières pierres de ce que pourrait être un marché de la flexibilité. Le nerf de la guerre, me direz-vous, c'est l'argent et il n'est toujours pas dans ses propositions. Mais bon, il n'y a pas qu'Enedis qui peut rémunérer de la flex, il y a des marchés qui sont spécialisés, j'en parlais tout à l'heure quand je citais le cas du pilote énergétique de Nice Meridia qui va lui chercher à valoriser cette flexibilité sur des marchés ad hoc. Ces marchés-là vont se développer et il y aura probablement une rentabilité à trouver. Le jour où toutes ces démonstrations seront faites, je pense que la plupart des projets seront, en plus des incitations de la réglementation thermique, sensibles à ce type de gisement de rentabilité.
Très bien, merci. Vous allez pouvoir échanger les cartes pour savoir si les points de contrainte sont dans les fameuses zones qui ont été détectées comme étant favorables. Exact. Madame Krapati, en tant qu'ingénierie. Alors, je rejoins effectivement les propos de Frédéric Olive sur le fait que les modèles économiques effectivement à développer. Par contre, il y a une certaine urgence. Je ne vais pas effectivement, mais il ne faut pas se gratter la tête pendant des années. Pour parler franc, effectivement, il faut que ces modèles ils arrivent très très rapidement, en définitive. Et voilà, donc il y a quand même un enjeu en termes de délai, d'échéance, pour quelque part rattraper entre guillemets le retard effectivement pris. Voilà, donc c'est juste, il y a des modèles effectivement de rémunération à prévoir, puisqu'effectivement nous on suggère en fait, et on propose aux maîtres d'ouvrage des bâtiments flexibles, et ils nous répondent effectivement, voilà, ils n'ont pas de rémunération au jour d'aujourd'hui à la clé, donc ils ne voient pas effectivement l'intérêt immédiat en fait, par rapport au développement de ce type de bâtiment. Voilà, donc c'était juste. Et puis bon, en synthèse aussi par rapport à ce que je disais précédemment, c'est vrai qu'on vit une époque un peu paradoxale et un peu schizophrène. En définitive, on est dans une société d'hypercommunication et au final, le constat que je dressais tout à l'heure, c'est que les maîtres d'ouvrage, en fait, les opérateurs, constructeurs, promoteurs, eh bien, finalement, moi, ce que je constate au quotidien, c'est qu'ils sont plutôt en déficit d'information et de connaissances sur toutes ces nouvelles technologies, sur les données économiques, effectivement, applicables. Et donc, du coup, il y a un nécessaire, effectivement, travail collaboratif de façon très opérationnelle. Moi, je ne suis pas à décider au niveau national, etc. Je suis vraiment toujours dans une approche très terrain et très opérationnelle par rapport à chaque opération, en fait, qui sort, d'avoir ce travail-là pour arriver à faire entrer ces solutions, encore une fois, dans les modèles économiques et dans le budget, en fait, d'opération. Donc avec effectivement des solutions qui peuvent être des modèles économiques un peu alternatifs et différents de ce qu'ils ont l'habitude effectivement de faire, puisque eux, ils ont l'habitude effectivement d'investir, mais il peut y avoir effectivement, comme on l'a vu avec Val Énergie, des solutions en fait de déport de l'investissement. Donc tout ça, c'est vraiment à tricoter, analyser très en amont. Alors très en amont, on est un peu coincé. Parce que le problème des maîtres d'ouvrage, en fait, c'est qu'en amont du PC, il veut engager du permis de construire, il veut engager le moins d'études possible pour pas, effectivement, parce qu'il y a une prise de risque au fait qu'il n'ait pas son permis de construire, et après, c'est la course. Donc, en fait, voilà, du coup, il y a quand même des contraintes en termes de timing, parce que le temps, c'est de l'argent, et donc, une fois que les permis sont acceptés, les opérations doivent sortir dans un délai, en fait, relativement court. Donc voilà, donc moi je favorise pour une approche très opérationnelle, collaborative avec les opérateurs pour faire en sorte, pour les éclairer en fait sur ces sujets-là et sur l'actualité effectivement des technologies et des solutions qui sont en présence et en particulier localement, parce que la démonstration effectivement et puis le constat qu'on fait avec les CCI, c'est qu'il y a une méconnaissance. On est dans le 06, on a une foultitude d'acteurs en fait, qui sont, que ce soit sur les smart grids, que ce soit sur le photovoltaïque, et il y a une méconnaissance de ces acteurs par les opérateurs de la construction. Voilà. Merci pour ce témoignage. Monsieur Louien, peut-être un dernier mot avant que nous arrêtions le débat. Juste une réaction sur la parité réseau. Est-ce que le kilowattheure du réseau est moins cher que le kilowattheure solaire? Des fois c'est vrai. Sinon, Helibox n'arriverait pas aujourd'hui à avoir un modèle économique pour vendre un kilowattheure moins cher sur des réseaux. Par contre, c'est des solutions qui sont techniquement hyper frustes. On vise la simplicité, entre guillemets, pour que ça coûte le moins cher possible. Ce qui n'est pas toujours vrai sur d'autres segments. Et la preuve, sinon, on n'aurait pas d'aide à l'investissement public sur certains segments. Donc, ce qu'on voit poindre, c'est que d'ici 3 à 4 ans, ça sera vrai sur tous les segments dans le sud de la France. Ça, c'est aujourd'hui une certitude. La flexibilité, oui. Jusqu'à présent, c'était compliqué de proposer des projets quand on ne savait pas où il y avait de zones de contrainte. Donc, très heureux qu'aujourd'hui, on puisse connaître les zones de contrainte, parce que sinon, c'était impossible de proposer un projet. Il va falloir s'intéresser. Donc, là, je pense que les zones de contrainte sont sur des flexibilités macro.
il va falloir s'intéresser aux flexibilités micro. Et le cas type, c'est un quartier, une barre de logement, tout électrique, à qui on va devoir ajouter des bornes de recharge qui ont droit à la prise. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc on a un partenariat avec Enerplan pour le déploiement de la recherche solaire intelligente. On doit y travailler avec Enedis pour lancer un appel à projet au niveau national, mais du coup on pourra y travailler particulièrement au niveau régional pour pouvoir faire émerger, est-ce qu'on a un gain de flexibilité au niveau micro, au niveau purement local, ce qui est du renforcement, et du coup est-ce qu'on peut avoir un transfert d'argent du TURP, tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, dans ces actifs aujourd'hui qui apportent de la flexibilité au niveau micro. Il reste aussi les services réseau, qu'on n'a pas parlé, sur le stockage notamment. Nissan développe en Angleterre, qui n'est pas la zone la plus ensoleillée d'Europe, même s'ils sont bientôt plus dans l'Europe, la recharge solaire intelligente pour les particuliers. Quand ils achètent une Leaf, ils ont la possibilité d'avoir le 3 à 4 kg sur leur toit, plus la borne de recharge, plus la batterie. Et c'est quoi le modèle économique? Alors, l'électricité est chère en Angleterre. Mais il y a une partie de la valeur qui est apportée par le service au réseau qu'apporte la batterie. Aujourd'hui, sans se décharger, la batterie, elle contribue au réglage fréquence, en primaire, en secondaire. Donc cette valeur-là, aujourd'hui, il faut la révéler. Tant qu'on ne la révèle pas, on ne peut pas la rémunérer. Donc là-dessus, il va falloir qu'on fasse des documentations techniques de référence pour pouvoir la révéler. Enfin, aujourd'hui, on a un TURPE 5 qui prend assez mal en compte les points de soutirage. On peut penser que les travaux préparatoires du TURPE 6, la flexibilité, entre guillemets, on a deux solutions. Soit on vous la rémunère, soit on vous tape dessus et ça sera il y a la carotte, on apporte, mais quand on crée de la contrainte, on pourra aussi se prendre des coups de bâton. Donc de l'électricité qui coûtera potentiellement plus cher quand on la réclame, quand tout le monde en veut. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver d'ici peu de temps avec le TURPE 6, les travaux ont commencé, avec la cour. Très bien. Donc il me reste à remercier tous les intervenants de la matinée. Je crois qu'on peut les applaudir. Effectivement.